Parmi les divergences qu'on peut rencontrer entre la comptabilité d'une part et la fiscalité d'autre part, les divergences portant sur l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles s'affichent en bonne position. Bonsoir mes amis, je suis content de vous retrouver encore une fois pour traiter aujourd'hui des divergences entre l'amortissement comptable d'une part et l'amortissement fiscal d'autre part, autrement dit amortissement comptable versus amortissement fiscal. Mes amis, nous allons tenter de traiter ce sujet à travers 7 critères de divergence, donc de différenciation entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscal. Donc nous allons essayer de les énoncer, ces critères, et nous allons les commenter un à un. Parfait mes amis, donc on va commencer par le premier critère qui est le critère de la définition. Donc en comptabilité, mes amis, l'amortissement est défini comme étant la consommation des avantages économiques liés à un actif corporel ou incorporel. D'autre part, la norme IAS 16, bien entendu, définit l'amortissement comme étant la répartition systématique de la base amortissable d'un actif sur sa durée d'utilisation attendue, suivant bien entendu un plan d'amortissement. On ne dit plus tableau d'amortissement. On dit plan, mes amis, parce qu'il est susceptible d'être modifié plus tard. Donc ceci, c'est pour la définition comptable. Mes amis, en fiscalité, il n'y a pas de définition de l'amortissement, mais on retrouve des références à l'amortissement, bien entendu, des équipements dans l'article, si vous voulez, 141 et l'article 174 du Code des impôts directs. Donc la définition fiscale, mes amis, est implicite, elle n'est pas explicite comme en matière comptable. Parfait mes amis, maintenant nous allons parler du deuxième critère qui est le critère de la base amortissable. Mes amis, si on revient toujours à la définition de l'amortissement selon le cadre comptable, mes amis, on vous dit qu'il faut toujours retrancher, c'est-à-dire soustraire, défalquer la valeur résiduelle de l'actif à la fin de sa durée d'utilité. Qu'est-ce que cela veut dire mes amis? Cela veut dire que s'il est probable que vous allez récupérer une valeur à la fin de la durée d'utilité de cet actif, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de le vendre, si vous voulez, à un tiers suivant un contrat et que vous allez bien entendu récupérer une certaine valeur. Cette valeur-là, mes amis, il faut toujours la défalquer de la base amortissable de l'actif. Bien entendu, mes amis, cette valeur résiduelle est prise en compte sans actualisation, c'est-à-dire on va imaginer l'actif, si vous voulez, en question comme s'il avait atteint déjà l'âge de sa sortie de, bien entendu, de l'entité de l'entreprise. Mes amis, en fiscalité, on ne reconnaît pas cette valeur résiduelle, donc on va, si vous voulez, amortir cet actif, cette immobilisation pour son montant global sans pour autant tenir compte, bien entendu, de cette valeur résiduelle. Maintenant, mes amis, troisième critère, c'est la durée d'amortissement. Donc, en comptabilité, mes amis, c'est une comptabilité d'intention. Donc, nous avons une durée, si vous voulez, pendant laquelle nous estimons, nous nous attendons à utiliser cette immobilisation, un actif quelconque, bien entendu, durée pendant laquelle il va nous générer des avantages économique. Eh bien, mes amis, cela pourrait être 3 ans, ça pourrait être 5 ans, ça pourrait être 10 ans. D'accord? Il s'agit, bien entendu, de durée d'utilisation attendue, estimée. D'accord? Par contre, mes amis, en fiscalité, nous parlons assez souvent de ce qu'on appelle les durées d'usage propres à chaque industrie, à chaque commerce, à chaque activité. D'accord? Donc, ça se passe généralement par fourchette. On va, par exemple, donner l'exemple des équipements de production, c'est entre 5 et 10 ans. D'accord? Donc, en fiscalité, on va vous admettre l'amortissement de ces équipements tant que la durée d'amortissement en question varie
entre 5 et 10 ans. Il faut juste ne pas, si vous voulez, dépasser 10 ans et ne pas, si vous voulez, amortir vos équipements sur une période inférieure à 5 années. Mais tant que vous êtes dans la fourchette, vous êtes libre de pratiquer ces amortissements. Donc, mes amis, vous n'allez pas retrouver, à ma connaissance, de texte réglementaire, puisque déjà on parle de durée d'usage, donc, et puis propre à chaque profession. Donc, tant que vous vous conformez à ces usages, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, nous allons parler du quatrième critère, qui est le critère des modes d'amortissement. Combien de modes d'amortissement sont reconnus, mes amis, en comptabilité? Donc, nous avons 4 modes d'amortissement. Mes amis, note, il ne faut pas dire méthode d'amortissement pour ne pas confondre avec les méthodes comptables, d'accord? Donc, les modes d'amortissement, ce sont en quelque sorte le reflet du rythme de consommation des avantages économiques. Nous avons dit en comptabilité, nous avons 4, le linéaire, le dégressif, le progressif et puis l'amortissement comptable, également appelé le mode d'amortissement selon les unités produites. Mes amis, en fiscalité, nous avons les 3 premiers modes d'amortissement linéaire, progressif et dégressif, mais nous ne reconnaissons pas en fiscalité le 4e mode, qui est le mode d'amortissement selon les unités produites. Donc, mes amis, bien entendu, si vous adoptez ce mode, bien entendu, il faudra faire des retraitements plus tard. Maintenant, on va passer, mes amis, au 5e critère, qui est en quelque sorte la date de démarrage de l'amortissement. Mes amis, en comptabilité, il est d'usage de commencer à amortir une immobilisation corporelle ou incorporelle dès lors qu'elle est prête à être mise en service. À ne pas confondre, mes amis, dès lors qu'elle est mise en service. Mais je dis bien dès qu'elle est prête à être mise en service, c'est-à-dire que l'immobilisation se trouve à l'endroit et dans l'état dans lequel elle peut être, si vous voulez, exploitée selon le programme décidé par les organes dirigeants. Ceci du point de vue comptable, mes amis. Donc, retenez, prête à être mise en service. Par contre, en fiscalité, mes amis, on s'en tient davantage à la date d'acquisition. Donc, on fait référence davantage à la facture d'acquisition de l'immobilisation. Maintenant, on passe au 6e et avant-dernier critère, mes amis, c'est l'amortissement par composant. Mes amis, en comptabilité, si on revient toujours à la définition de l'amortissement, nous avons dit, c'est la consommation des avantages économiques liés à un actif sur sa durée d'utilisation ou bien durée d'utilité. Cela, bien entendu, revient à dire, mes amis, qu'il faudrait examiner à la loupe, si vous voulez, une immobilisation quelconque, si elle n'est pas composée, si elle n'est pas formée de plusieurs composants, de plusieurs modules qui ont des valeurs significatives et dont la durée d'amortissement, c'est-à-dire le rythme de consommation des avantages économiques, est différent. Nous avons l'habitude, mes amis, de donner un exemple d'un immeuble dans lequel, par exemple, l'ascenseur a une durée d'utilité de 10 ans, alors que l'immeuble probablement va être utilisé pendant 50 ans. Donc, ceci nous montre que c'est incohérent, si vous voulez, d'amortir l'ensemble alors que les durées d'utilisation de l'ascenseur et du reste, si vous voulez, de l'immobilisation de l'immeuble, bien entendu, ne coïncident pas, ne concordent pas. Donc, on va, en comptabilité, amortir, si vous voulez, l'ascenseur sur 10 ans, tandis que le reste de l'immeuble, si vous voulez, on va le faire sur 50 ans, sur sa durée d'utilité prévisionnelle. Par contre, mes amis, en fiscalité, on va toujours revenir à la fiscalité. Cet amortissement par composant, mes amis, on ne le reconnaît pas. Donc, on va amortir en fiscalité l'immobilisation dans sa globalité, c'est-à-dire entièrement, sans pour autant décomposer, j'allais dire désosser l'immobilisation en plusieurs composants, combien même nous l'avons démontré à l'instant, c'est plus cohérent. Donc, on parle d'avantages économiques, de consommation d'avantages économiques et de rythme de consommation. Si ce rythme n'est pas le même pour tous les composants, il n'est pas indiqué d'amortir globalement
cette immobilisation sur une seule durée. Maintenant, mes amis, septième et dernier critère, il s'agit de l'actif de démantèlement. Je vais vous donner un exemple très simple, mes amis. Par exemple, vous avez obtenu l'autorisation pour exploiter un gisement quelconque, d'agrégat, d'un minerai quelconque. Vous allez installer, si vous voulez, vos machines, vos installations complexes, et bien entendu, vous avez l'intention d'exploiter ce gisement, par exemple, pendant 10 années. Eh bien, mes amis, avec la comptabilité nouvelle, SCF, bien entendu, qui s'inspire largement des normes comptables IAS, IFRS, et bien entendu, vous devez estimer le coût de démantèlement à la fin de la durée d'exploitation, par exemple, de ce gisement, et bien entendu, le prévoir et en quelque sorte le considérer comme étant un actif à part. Donc, vous avez les installations complexes, installations techniques, matérielles et outillage d'une part, mais vous avez à côté un composant démantèlement qu'on appelle actif, si vous voulez, de démantèlement, que vous allez comptabiliser à part entière en contrepartie, bien entendu, d'une provision. Et bien, en comptabilité, mes amis, vous avez la possibilité d'amortir le plus normalement, si vous voulez, cet actif de démantèlement sur la durée d'utilisation, bien entendu, de l'actif de support. Ici, il s'agit de l'installation complexe, bien entendu. Ça peut être une cimenterie, ça peut être des machines d'extraction d'un minerai dans un gisement quelconque. Donc voilà, mes amis, en quelque sorte, l'approche comptable et bien entendu l'actif de démantèlement, il n'est pas reconnu en fiscalité, mes amis. Il s'agit de charges qui sont admises en déduction le plus normalement l'année, au cours de l'année, bien entendu, pendant laquelle nous allons engager ces frais. Là, c'est bien entendu déductible le plus normalement, mais tout l'amortissement que vous aurez pratiqué en amont, celui-ci n'est pas reconnu en fiscalité, bien entendu. Il sera réintégré, bien entendu, pour ce point comme pour tous les autres points. Mes amis, nous allons retraiter cela dans le tableau 9 de la liesse fiscale, bien entendu. À chaque fois qu'il y a des divergences, ça peut être des réintégrations, comme ça peut être des déductions complémentaires, bien entendu. On va retraiter cela, bien entendu, dans le tableau 9 pour ce qui est de l'aspect fiscal et à travers ce qu'on appelle les impôts différés, si les différences, bien entendu, en question sont temporelles, c'est-à-dire qu'il y a un décalage provisoire qui va se régler plus tard. Il n'est pas question, bien entendu, mes amis, vous vous souvenez bien, de comptabiliser des impôts différés lorsque les divergences, en quelque sorte, lorsque les décalages sont en quelque sorte définitifs et irréversibles. Pour cela, mes amis, une seule référence pour, bien entendu, traiter pratiquement toutes les divergences en quelque sorte entre la comptabilité et la fiscalité. Vous avez un seul article, c'est l'article 141 du Code des impôts directs, apporté en quelque sorte, créé par l'article 6 de la loi de finances complémentaire pour 2009. Situez bien un petit peu, mes amis, l'événement c'était juste à la veille de l'entrée en vigueur du SCF. Cet article 141 qu'est-ce qu'il vous dit, mes amis? Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le système comptable financier sous réserve que celles-ci ne sont pas incompatibles avec les règles fiscales applicables pour l'assiette de l'impôt. Qu'est-ce que cela veut dire, mes amis, en fiscalité? Lorsque vous avez une règle comptable qui ne coïncide pas, qui est incompatible avec, bien entendu, la règle fiscale, le fiscaliste va prioriser en quelque sorte la règle fiscale, bien entendu, parce qu'il est ici du domaine du calcul, en quelque sorte, de la base imposable. Donc il faut privilégier, il faut prioriser la règle fiscale, bien entendu. Il n'est pas, bien entendu, interdit de le faire à partir du moment où il y a toujours des retraitements. Un dernier conseil, mes amis, en quelque sorte, lorsque le comptable élabore, si vous voulez, ses états financiers, comptable, bien entendu, nous avons dit, il doit mettre, si vous voulez, en souci, la première règle, c'est l'image fidèle. Il ne doit pas se soucier, mes amis, de ce que prévoit la fiscalité, d'accord? Ce n'est pas parce que la fiscalité l'interdit qu'il ne va pas comptabiliser les opérations, les événements et les transactions, comme le dit le cadre comptable pour aboutir à l'image fidèle. Il va
appliquer, si vous voulez, les règles comptables le plus normalement, et puis en fin de compte, il pourra toujours remédier à cela, si vous voulez, à travers, nous avons dit, les retraitements, à travers les impôts différés, actifs et passif. Donc voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez remarqué que les définitions que j'ai données sont parfois incomplètes, mais l'objectif recherché ici, mes amis, est de vous donner des pistes de réflexion pour une meilleure compréhension à la fois du cadre comptable et du règlement fiscal. Mes amis, pour un petit peu préparer cette modeste vidéo, je vais vous montrer 3 ouvrages que j'ai utilisés pour, bien entendu, préparer le texte de cette intervention. Donc, le premier ouvrage, Maîtriser les IFRS, donc de Odile Bardandon et de Laurent Didlot. Bien entendu, cette mouture, mes amis, date de 2007, mais bien entendu, elle est un petit peu conforme au SCF parce que notre SCF, comme vous le savez, n'a pas connu d'évolution depuis. Puis, le deuxième ouvrage, mes amis, est un ouvrage de M. Djelloul Boubir. Il s'agit du livre 50 cas pratiques en SCF et IAS, IFRS, bien entendu. Il traite, entre autres, bien entendu, des immobilisations corporelles et incorporelles, des pertes de valeur, bien entendu, des méthodes d'évaluation, etc. C'est un ouvrage que je vous conseille également. Donc, Djelloul Boubir, 50 cas pratiques en SCF et IAS, IFRS. Et puis, mes amis, je vous présente également un dernier livre publié par messieurs A. Khdouri et A. Mimesh, donc aux éditions ENAG. Donc, il s'agit d'une nouvelle édition, mes amis, donc intitulée Cours de comptabilité financière selon le SCF. Donc, il fait notamment, si vous voulez, référence aux normes comptables internationales parce que notre SCF n'est pas souvent complet et n'indique pas certains aspects pourtant très importants pour la compréhension du cadre comptable. Donc voilà mes amis, j'espère vous retrouver très bientôt autour de nouvelles thématiques, autour de nouvelles questions. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée mes amis, au plaisir de vous retrouver. Au revoir.